Le Titanic, le plus grand paquebot de son époque. Pourtant, son premier voyage restera le dernier. Le 14 avril 1912, le Titanic percute un iceberg. 1500 passagers périssent lors du naufrage. La catastrophe bouleverse le monde entier et pose des questions longtemps restées sans réponse, jusqu'à aujourd'hui. De nouveaux éléments sont apparus. Enfouis depuis plus d'un siècle, des photographies d'une qualité exceptionnelle apportent un nouvel éclairage sur l'histoire du Titanic. Ce que tu as découvert est inexplicable. Des détails fascinants visibles sur ces clichés vont inciter des experts à relancer l'enquête. Regardez cette anomalie sur la coque. C'est totalement nouveau. Ils vont découvrir les prémices du drame qui couvait déjà dans les soutes quand le Titanic a largué les amarres. Leurs conséquences allaient conduire le navire à sa perte. Ils ont fait un pari. Oui. Après plus d'un siècle de spéculation, C'est incroyable. la vérité sur le naufrage du Titanic éclate enfin au grand jour. Lorsque le RMS Titanic est inauguré en 1912, il n'est pas seulement le plus grand paquebot au monde. Il est aussi la plus grande structure jamais construite par l'homme. Il mesure plus de 269 mètres de long et 53 mètres de haut. Il peut transporter jusqu'à 3500 passagers. Présenté comme un chef-d'œuvre de la construction navale, il est annoncé comme insubmersible. Sur les immenses ponts supérieurs, les salons ornés de boiseries attendent les passagers de première classe. Entassés sur les ponts inférieurs, les passagers de troisième classe rêvent d'une nouvelle vie en Amérique. Le Titanic est le joyau de son époque. Cette cale est comme l'empreinte de ces énormes navires. Elle fait la longueur de 4 pâtés de maison. Rendez-vous compte, la ligne de flottaison du bateau arrivait au sommet du bassin. Construit dans les chantiers navals de Belfast, le Titanic est le fleuron de l'industrie britannique. Symbole d'une puissance invincible, il restera dans toutes les mémoires comme la pire des catastrophes maritimes. Ça peut paraître extraordinaire aujourd'hui encore qu'un bateau aussi gros, aussi massif, ait pu sombrer en plein milieu de l'Atlantique Nord. Senan Moloney est journaliste. Il enquête depuis 30 ans sur l'histoire du Titanic. C'est l'histoire de sa vie. Pour lui, la véritable raison du naufrage reste à découvrir. Certains aspects de cet incroyable feuilleton n'ont pas encore trouvé d'explication. Pourquoi naviguait-il si vite alors que la présence d'iceberg avait été signalée plusieurs fois? Pourquoi n'a-t-il pas ralenti? Pourquoi n'a-t-il pas fait un détour? Et surtout, comment un bateau réputé insubmersible a-t-il pu couler en quelques heures? Le Titanic est censé avoir été conçu pour résister à un choc violent. D'ailleurs, immédiatement après la collision avec l'iceberg, tout portait à croire que le navire resterait à flot jusqu'au lendemain. L'architecte naval du paquebot, Thomas Andrews, se trouve à bord. Il évalue rapidement l'étendue des dégâts. C'est affreux, qu'allons-nous faire? Mesdames, messieurs, écoutez-moi, je vous prie. Il est persuadé que la structure interne du bateau l'empêchera de sombrer. C'est impossible que le Titanic coule. Pourtant, moins de 3 heures plus tard, le navire coule à pic. Mais l'iceberg est-il la seule cause du drame? N'y a-t-il pas un autre coupable? Le Titanic emporte alors ses secrets au fond de l'océan. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Car un album photo oublié dans un grenier depuis plus d'un siècle vient d'être découvert. Il retrace l'existence éphémère du paquebot.
Ces photographies remarquables et inédites ont été prises par l'ingénieur électricien du navire, John Kempster. Grâce à un nouveau traitement graphique, ces images en noir et blanc prennent désormais vie en couleur et en 3 dimensions. Wow. La qualité des détails est exceptionnelle. Steve Raffield est aussi spécialiste du Titanic. Il travaille depuis longtemps aux côtés de Senan Molony. C'est lui qui a découvert cet album dans une vente aux enchères. Les photographies présentent le paquebot dans les chantiers navals de Belfast avant qu'il ne soit dévoilé au monde entier. En raison de sa profession, John Kempster avait un accès illimité au navire. C'est fantastique. C'est l'équivalent de la découverte du tombeau de Toutankhamon pour l'histoire du Titanic. Les photos du lancement sont vraiment les joyaux de la collection. Une série de clichés illustre la première mise à l'eau du Titanic. J'adore les annotations qu'il a faites sous chaque photo. Il s'en va, il est parti. La technique de colorisation permet de reconstituer le lancement tel qu'il est apparu à John Kempster. Ces images ne se contentent pas d'immortaliser cet instant unique. Elles sont également une mine d'informations inestimables. Je tournais les pages de l'album sans savoir exactement ce que j'allais trouver. Quand je suis tombé sur cette page, j'ai remarqué une trace très étrange sur la coque du Titanic. Juste là. Wow. Elle m'a paru vraiment bizarre. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être le reflet de l'eau. Mais en regardant en détail, j'ai vu que ce n'était pas possible. Car sur la photo suivante, on retrouve la même trace en diagonale. Sauf que l'angle n'est pas le même. Entre-temps, le navire a bougé. C'est très intéressant. Sur les 2 photographies, l'angle de prise de vue et la position du paquebot sont très différents. Mais la trace mystérieuse d'environ 10 mètres de long est toujours là. Ce que tu as découvert est inexplicable. C'est précisément à cet endroit que la coque a heurté l'iceberg. Cela voudrait dire que cette dernière était déjà fragilisée ou endommagée avant de quitter Belfast. Si cette hypothèse est confirmée, elle pourrait avoir eu une influence décisive sur l'histoire du paquebot. Reste à découvrir ce qui se cache derrière cette trace noire. En voyant ces photographies, Senan Molony se souvient d'un événement dont seuls les historiens du Titanic ont connaissance, un incendie lors de la construction. J'ai tout de suite pensé au feu qui avait pris dans la coque, alors que le bateau était encore à Belfast. L'incendie s'est déclaré dans une soute à charbon, au niveau de la chaufferie numéro 6. La chaudière se trouve précisément derrière la trace noire située sur la coque.
question se pose. Quelle était la vitesse du navire lorsqu'il a percuté l'iceberg? Lors de l'enquête officielle en 1912, plusieurs membres d'équipage rescapés du naufrage évoquent cet incendie lorsqu'ils sont appelés à témoigner à la barre. Avez-vous relevé un incident? Oui, monsieur. Un feu couvait dans la soute. Mais il n'est pas retenu comme une cause possible de la catastrophe. En quoi ce fait est-il pertinent pour notre enquête? Les nouvelles preuves photographiques renvoient Senan Molony à certains récits de témoins qui se trouvaient à bord. Il s'intéresse à l'un d'eux en particulier, publié quelques jours après le naufrage dans un quotidien new-yorkais. J'ai retrouvé une interview de John Dilly, qui était pompier à bord. Il n'a pas été appelé à témoigner à Londres, mais il a discuté sur le quai avec un journaliste. Il a déclaré, et pas du tout à la légère, que l'incendie était très important. Quel était votre rôle sur le Titanic? Ma seule tâche à bord, c'était de combattre le feu avec les 11 pompiers de mon équipe. John Dilly faisait partie d'une équipe de pompiers et de soutiers qui travaillaient dans la salle des machines du Titanic. Il révèle qu'un incendie majeur s'est déclaré dans l'une des énormes soutes à charbon du navire. Le feu a été détecté le jour du départ du Titanic pour Southampton, point de départ de son grand voyage inaugural. La marche à suivre pour lutter contre ce type d'incendie est d'évacuer le charbon incandescent avant que le feu ne se répande. Mais le Titanic est un paquebot immense avec des soutes à charbon qui mesurent 10 mètres de haut. Nous n'avions pas réussi à étouffer l'incendie. Et les soutiers les plus expérimentés du navire commençaient à être sérieusement inquiets. Vous me dites que le feu brûle toujours dans cette cuve? Oui, monsieur. Et ça empire. Nous avons des flammes. Les passagers étaient-ils au courant? Non, monsieur. Vous ne parlerez de ce feu ni aux passagers ni à personne d'autre, c'est compris? Oui, monsieur. Alors, quand avez-vous réussi à éteindre le feu? On n'a pas réussi. Le Titanic était en feu depuis le jour de son départ. Le 10 avril 1912, le Titanic appareille de Southampton. Plusieurs millionnaires voyagent sur les ponts supérieurs, notamment le célèbre homme d'affaires américain Benjamin Guggenheim et Lady Astor. Plus de 2000 passagers occupent les ponts inférieurs. Pour Senan Molony, cet incendie dans la soute est une véritable révélation. Et cet événement aurait joué un rôle capital dans le naufrage du navire. J'ai entendu parler du Titanic pour la première fois quand j'avais 10 ans. J'ai trouvé extraordinaire l'histoire de ce bateau qui avait fait naufrage lors de son premier voyage. En tant que journaliste, j'enquête sur la catastrophe depuis la redécouverte de l'épave en 1985. J'en suis à mon 5e livre sur les différents aspects du naufrage. C'est une source intarissable. Chaque fois que je pense avoir épuisé le sujet, je tombe sur un élément nouveau qui nécessite de nouvelles recherches. Comme cet incendie que je viens de découvrir. Eh bien, monsieur Bell, pourquoi ces réticences? Vous devez savoir que nous avons un feu de cuve dans la soute 6. Les hommes sont inquiets. Je me fiche de leurs états d'âme. Vous me réglez le problème. Ma seule préoccupation, c'est de préserver la réputation de la White Star. Et cette réputation repose sur un départ sans délai. Senan Molony se rend à Londres pour rencontrer plusieurs experts de renommée mondiale. Il espère avoir confirmation que ses soupçons sont fondés. C'est ce qui m'intrigue dans cette histoire. Je n'arrive pas à croire qu'un incendie ait fait suffisamment de dégâts dans la coque pour laisser une cicatrice aussi visible.
Bonjour. Enchanté. Merci d'être venu. Regardez. C'est l'emplacement d'une soute à charbon? Oui, ça donne sur une soute. Incroyable. Guillermo Rain est l'un des rares scientifiques spécialisés dans les feux de charbon. Ça pourrait tout à fait avoir été provoqué par un feu couvant. D'après lui, l'incendie s'est sans doute déclaré tout seul. Il aurait brûlé un certain temps avant d'être détecté. Le plus inquiétant avec un feu de charbon, c'est qu'il n'a pas besoin d'un élément déclencheur. Il est spontané. On appelle ça l'auto-échauffement. Pas besoin d'un pyromane ni d'un accident. Le noyau du lit de charbon se met à chauffer lentement. Puis le foyer s'étend. Et au bout de quelques semaines... Quelques semaines? Oui. Quand on détecte un feu couvant dans un tas de charbon, c'est qu'il se consume déjà depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Sur le Titanic, l'incendie est découvert le jour du départ de Belfast. Mais le charbon a été chargé dans les soutes 3 semaines auparavant. J'ai lu des récits de témoins qui ont embarqué à Belfast et qui ont vu de la fumée monter d'une soute à charbon. Cela signifie-t-il que le feu brûlait depuis plusieurs semaines? Oui. Vraiment? Le problème, c'est que lorsqu'on remarque une odeur ou n'importe quel signe d'incendie dans une soute, c'est déjà trop tard. Et c'est très difficile d'éteindre un feu couvant. Très difficile. Pourquoi? À combien s'élève la température? Les matières auto-échauffantes peuvent atteindre des températures de 500 à 1000 degrés. 1000 degrés? Oui. Si le feu brûlait en effet à plus de 1000 degrés, il est peut-être à l'origine de la trace noire visible sur les photographies. La soute à charbon se trouve entre la coque et une cloison interne étanche, 2 éléments essentiels de la structure. Les exposer à des températures extrêmes serait très dangereux. La chaleur peut avoir des conséquences très graves sur les machines du navire. C'est un défaut de conception? Absolument. Pour être tout à fait clair, je ne monterais jamais sur un bateau s'il y avait un feu couvant à bord. Vraiment? Oui. Intrigué par les répercussions d'un feu couvant à bord du Titanic, Guillermo Rain accepte de se livrer à une expérience. Il va simuler par informatique l'incendie dans la soute à charbon et les dégâts éventuels causés au navire. Puis il communiquera les résultats à Senan Molony. En 1912, l'ampleur de l'incendie semble effrayer les pompiers qui ont embarqué à Belfast. Sur les 160 membres de l'équipe initiale, seuls 8 acceptent de poursuivre la traversée au-delà de Southampton. C'est une défection sans précédent. Alors pourquoi le directeur de la compagnie maritime décide-t-il malgré tout que le Titanic peut prendre la mer? Ses motivations se cachent peut-être dans les origines troubles des navires de classe olympique. Ces paquebots transatlantiques incarnent le prestige. Considérablement plus gros que leurs concurrents, le Titanic et son navire jumeau, l'Olympique, nécessitent la construction de nouveaux docks à leur mesure. Le Titanic était surnommé le roi des océans et il était promis un brillant avenir. C'était une véritable merveille du monde moderne. Mais derrière le tapage publicitaire, la réalité est tout autre. La White Star, propriétaire des navires, perd du terrain face à sa principale rivale, la compagnie Cunard. La White Star a été acquise quelques années plus tôt par un magnat américain de la finance, JP Morgan. Son prix, l'équivalent actuel de 800 millions d'euros. La construction se déroule... La compagnie maritime de Morgan est déjà endettée au moment du rachat du navire et peine à couvrir ses pertes.
Le Titanic doit être terminé et mis à l'eau. Pour redresser la barre grâce aux liaisons transatlantiques, le directeur de la White Star, Joseph Bruce Ismay, doit rapidement disposer d'une nouvelle flotte. Senan Molony poursuit son investigation et rencontre l'écrivain Brad Matson, spécialisé dans la construction du Titanic. Je n'avais pas creusé l'hypothèse de l'incendie dans la soute, car elle avait été écartée. Mais s'il y a de nouvelles preuves, ça m'intéresse beaucoup. Waouh! Je n'ai jamais vu ces photos. C'est totalement nouveau. Brad Matson croit savoir pourquoi la direction a décidé du départ du navire malgré l'incendie. L'urgence financière qui motivait la White Star l'a incité à réduire certains budgets, simplement pour lancer les paquebots plus vite. Les chantiers Harland et Wolff conçoivent le Titanic dans leurs ateliers de Belfast. À plusieurs reprises, Ismay exige de modifier les plans pour des raisons financières. Il y a eu des économies sur l'épaisseur de l'acier, sur le nombre de canaux de sauvetage et sur d'autres aspects de la construction du navire. Je peux vous assurer que grâce à notre... D'après les recherches effectuées par Brad Matson dans les archives de Harland et Wolff, l'architecte naval Thomas Andrews aurait été contraint de réduire de moitié le nombre de canaux, ainsi que la largeur du plaquage en acier de la coque. Notre budget n'est pas extensible. La sonnette d'alarme est tirée une première fois en septembre 1911, lorsque l'Olympique percute dans la Manche un bateau de la marine royale britannique, le HMS Hawke. La collision se produit à faible vitesse, et pourtant, elle éventre la coque dont l'acier est de piètre qualité. Les dégâts provoqués auraient dû alerter le directeur de la White Star, comme l'explique l'expert en métallurgie, Martin Strangwood. On a relevé beaucoup de fissures dans l'acier, ce qui n'est jamais bon. La proue du HMS Hawke a suffi à percer la coque de l'Olympique. Si un ingénieur de l'époque avait regardé ces photos, il aurait vu que l'acier pouvait céder sous la violence d'un impact. Autre fait étrange, Martin Strangwood affirme que cet acier supportait mal la chaleur extrême. L'acier doit être résistant au feu. Et il faut donc absolument utiliser un acier très pur. Or, Senan Molony a découvert une lettre qui prouve que les propriétaires et les constructeurs du Titanic étaient informés des risques. J'ai trouvé des courriers du ministère du Commerce et notamment d'un haut fonctionnaire. Il demande que le Titanic soit conçu avec, je cite, « une qualité supérieure d'acier ». En guise de réponse, voici la lettre quelque peu agacée de Harland et Wolff qui affirme utiliser de l'acier soumis aux critères et réglementations ordinaires. De l'acier ordinaire et pas supérieur. L'image du navire invincible commence à s'effriter. C'est une révélation, vraiment. Les dégâts provoqués par la collision immobilisent l'Olympique pendant 8 semaines. Cette photographie montre la dimension de l'arbre d'entraînement du Titanic. Il relie les moteurs à une hélice gigantesque. Ces deux éléments sont utilisés pour réparer l'Olympique et le remettre à flot le plus rapidement possible. Les travaux coûtent à la White Star l'équivalent de 22 millions d'euros et retardent d'1 mois la livraison du Titanic. Son voyage inaugural a déjà été repoussé à plusieurs reprises. L'incendie dans la soute à charbon est le contretemps de trop. Imaginez ce que les journaux auraient fait de cette information à l'époque. Le paquebot de la White Star retarde son départ. L'effet aurait été désastreux. Qui aurait acheté des billets après ça?
Sa situation financière était si fragile que pour la White Star, c'était la faillite. Combien de passagers auraient embarqué s'ils avaient eu connaissance d'un incendie dans la soute? Moi, je serais descendu tout de suite. Ils ont décrété, malgré les risques, que tout irait bien, que ce bateau devait partir, coûte que coûte. C'est ça. Le Titanic largue les amarres à l'heure. Il fait une escale rapide à Queenstown, en Irlande, avant de mettre le cap à l'ouest vers les États-Unis. Les passagers ignorent encore que sous leurs pieds, un incendie fait rage, au point de fragiliser la coque en acier. Monsieur Bell. Oui, monsieur Andrews? Un feu brûle dans l'une des cuves. Un petit feu sans importance. Un petit feu sans importance ne brûle pas en soute pendant plus de 10 jours. Ce feu est bien plus conséquent, et cela fait des jours et des nuits qu'il brûle contre la structure métallique du bateau. Dans la tourmente qui suit le naufrage, le gouvernement britannique est contraint d'organiser une commission d'enquête. Les audiences ont lieu à Londres, au Scottish Drill Hall. Incroyable. Ça alors? Waouh! Senan Moloney demande à Brad Matson de l'aider à réexaminer les preuves exposées en 1912. Ce lieu, au centre de l'histoire du Titanic, est rarement ouvert au public. J'ai vu beaucoup de photos de cet endroit, mais elles sont très loin de la réalité. C'est comme un sanctuaire, en hommage au drame et à l'enquête. Oui. C'est extraordinaire. La commission d'enquête est présidée par le représentant de la couronne, Lord Mercy. Plus d'une centaine de témoins sont appelés à la barre. La plupart d'entre eux font partie de la direction de la compagnie maritime. Au cours des 11 jours d'audience, l'incendie dans la soute à charbon est à peine évoqué. Puis, après 2 demandes rejetées, le président du syndicat des pompiers, Thomas Lewis, obtient le droit d'interroger ces hommes. Des pompiers sont enfin appelés à témoigner, et Thomas Lewis les oriente vers l'incendie. Le premier escapé à venir à la barre est l'un des pompiers suppléants montés à Southampton. Il s'appelle Charles Hendrickson. Il explique qu'un incendie de cette ampleur en mer est un fait exceptionnel. Simplement à nos questions. Nous devons faire toute la lumière sur ces tristes... Ils ont demandé à Hendrickson... Bien, monsieur. Et quand avez-vous vu pour la dernière fois un feu dans une cuve à charbon? C'était le premier que je voyais. Il a pourtant été suggéré que les feux de cuve de ce type sont assez courants dans les navires. Mais pendant les 5 ans où vous avez travaillé pour la compagnie White Star, vous n'avez vu aucun feu se déclarer en soute? Non. La soute numéro 10 contient plus de 100 tonnes de charbon accessibles par 2 trappes seulement. Le seul moyen d'éteindre le feu est de transférer le charbon incandescent dans les fourneaux des machines. Mais 3 jours après le départ du navire, Charles Hendrickson et son équipe luttent toujours contre l'incendie. Le samedi, la veille du naufrage, l'incendie brûlait toujours, soit 24 heures avant la collision avec l'iceberg. Et combien de temps avez-vous mis à éteindre ce feu de cuve? Il ne s'est éteint que quand il n'y avait presque plus de charbon. Une fois tout le charbon évacué, Hendrickson découvre que la chaleur extrême a laissé des traces dans la soute. Dans quel état était la cloison? Nous avons constaté que la tôle avait été chauffée au rouge. Chauffé au rouge? C'est incroyable. C'était l'une des principales protections du bateau, et elle était chauffée au rouge. C'est une accusation très grave. La paroi en acier la plus exposée à la chaleur est une cloison étanche essentielle à la sécurité du bateau. Ces cloisons divisent la coque en plusieurs compartiments. Elles sont censées empêcher l'eau de s'engouffrer dans le reste du navire.
Lors de l'enquête, plusieurs pompiers affirment que cette cloison était gravement endommagée par le feu. Il a dit: La tôle était bosselée. Vous voulez dire que la cloison était abîmée? Oui, déformée. Elle est indispensable pour empêcher l'eau de pénétrer dans la coque. C'est incroyable. La déformation de la cloison aurait dû alerter la direction et le capitaine. Mais il n'en est rien. Une fois la soute vidée de son charbon, les dégâts sont tout simplement colmatés. J'ai brossé la tôle de la cloison et j'ai passé une couche d'huile noire par-dessus. Afin de lui redonner une apparence normale, c'est cela? Oui. Mais à quoi pensaient les officiers aux commandes du navire? Malgré ces révélations, Lord Mercy semble peu intéressé et choisit même de changer de sujet. Ce qui nous importe, c'est de découvrir les vraies raisons de la catastrophe. Il fait partie de l'entourage du directeur de la White Star. Que dites-vous de... Et il est proche de l'industrie maritime britannique. Lord Mercy ne voulait rien savoir. Pour clore le débat, il coupait les témoins chaque fois qu'il tentait de développer la thèse de l'incendie. Il serait grand temps que l'on se concentre sur les éléments qui vont vraiment faire avancer notre enquête. Et un feu dans une cuve de charbon n'en est pas un. C'était une information absolument capitale. Et Lord Mercy ne voulait pas l'entendre. Le Titanic est maintenant à 3 jours de mer de New York. Voici l'un des salons des premières classes. Seuls les passagers les plus riches ont accès à ces suites luxueuses. Tandis que les voyageurs se détendent, une autre nouvelle aurait dû alerter le capitaine Edward Smith et le directeur de la White Star, Joseph Bruce Ismay. Des icebergs dérivent dans leur direction. Le feu dans la soute à charbon est désormais éteint. Mais d'après Senan Molony, le drame est loin d'être terminé. J'ai trouvé un article du New York Tribune du samedi 20 avril 1912. D'après le récit d'un officier à bord, il y avait le feu dans les soutes à charbon. Les soutes, plusieurs, pas une seule. Et ces informations sont exactes. Il parle des soutes 9 et 10, et il dit que le feu s'est répandu non pas dans une, mais dans 2 soutes. Les pompiers doivent dégager au plus vite une seconde soute et sont donc contraints de déverser encore plus de charbon incandescent dans les fourneaux. Cela pourrait-il expliquer l'une des grandes énigmes du naufrage? Malgré les avertissements répétés, le capitaine du Titanic maintient le cap et fonce à pleine vitesse en direction des icebergs. On a longtemps cru qu'il tentait de battre le record de la traversée transatlantique. Or, le paquebot n'était tout simplement pas assez rapide. Alors pourquoi naviguer si vite? Il faut sans doute chercher l'explication dans les centaines de tonnes de charbon ajoutées au fourneau à la suite d'un second incendie. D'énormes quantités de charbon alimentaient des fourneaux monstrueux. Et les moteurs alimentés par ces chaudières propulsaient le bateau. Le Titanic filait désormais à 22 nœuds et demi droit vers son destin. Richard de Kerbreck est spécialiste des navires à charbon. L'hypothèse du second incendie le laisse perplexe. Le fait que 2 soutes entières aient été vidées a-t-il pu jouer un rôle? Tout à fait. C'est un facteur important qui a certainement affecté les performances du bateau.
Pourquoi le capitaine n'a-t-il pas ralenti à l'approche de la glace? Un élément capital a peut-être été négligé. En 1912, la Grande-Bretagne est paralysée par une grève de mineurs. Le Titanic n'a pas pu remplir entièrement ses cales et a juste assez de charbon pour atteindre New York. Les deux incendies ont déjà entamé ses réserves. Perdre de la vitesse maintenant brûlerait trop vite le peu de charbon qu'il reste. Quand un navire ralentit sa course puis repart à pleine vitesse, ça augmente sa consommation de carburant. Si ses réserves sont déjà limitées, il risque de tomber en panne. Le Titanic n'a plus suffisamment de charbon, ni pour ralentir, ni pour dévier de sa trajectoire initiale. La succession de ces événements expliquerait que le capitaine se soit retrouvé dans une impasse? Ça vous paraît plausible? C'est plausible. Il semble y avoir une suite logique. La première fois que vous m'avez parlé de cet incendie, je n'y ai pas cru. Mais quand je vois les preuves que vous m'apportez, force est de reconnaître que vous jetez de l'huile sur le feu. Pour Joseph Bruce Ismay et le capitaine Smith, la probabilité de percuter un iceberg est très faible. Tandis que le risque d'être à court de combustible au beau milieu de l'Atlantique est lui bien réel. Rendez-vous compte, c'est le voyage inaugural du navire et il transporte un bon nombre de millionnaires qui ont des rendez-vous d'affaires à New York. Ils ne peuvent pas imaginer une collision avec un iceberg, mais ils peuvent imaginer une panne de charbon. Ce serait dramatique pour le prestige et l'image de la White Star. Devant la forte probabilité d'une humiliation publique, ils ont préféré courir le risque d'un naufrage. Ils ont fait un pari. On peut dire ça. Oui. Ils ont parié et ils ont perdu. Car pendant les dernières heures du Titanic, le feu va jouer un dernier rôle meurtrier. À 23h40, le 14 avril 1912, à 600 km des côtes de Terre-Neuve, le Titanic heurte un iceberg. La collision perce l'avant de la coque à tribord. Comme prévu, les cloisons étanches résistent et maintiennent l'eau dans cette section isolée du bateau. Le Carpathia, un navire transportant des passagers, se trouve à proximité lorsqu'il reçoit le SOS. Il n'y avait aucune raison que le Titanic ne tienne pas quelques heures de plus. Le Carpathia l'aurait secouru et il n'y aurait pas eu de mort. Après un premier examen rapide de la situation, l'architecte du Titanic, Thomas Andrews, semble lui aussi confiant. Je vous l'assure, mesdames et messieurs, les cloisons étanches vont contenir l'eau. Il est impossible que le Titanic coule. Mais il oublie sans doute qu'une cloison essentielle a été gravement endommagée par le feu. Parmi les archives de l'enquête américaine, Senan Moloney pense avoir découvert l'élément déclencheur qui aurait porté le coup de grâce au Titanic. L'enquête américaine a été formidable, car elle a ravivé l'enthousiasme nécessaire pour trouver des réponses. Le pompier Fred Barrett a contribué à éteindre l'incendie dans les soutes. Il se trouve dans la chaufferie numéro 6 lorsque le bateau percute l'iceberg. Étiez-vous de service le soir où la collision a eu lieu? Oui, j'étais en section 6. J'ai entendu un craquement. Et l'eau s'est engouffrée à travers la coque. Ensuite, elle s'est propagée jusque dans la section 5. Alors que l'eau s'engouffre dans la coque, il se réfugie derrière la cloison endommagée par le feu. Il affirme que tout a basculé environ 2 heures après la collision. Un torrent d'eau se serait soudain infiltré par la cloison.
J'ai tout vu. Une vague d'écume verte a arraché la coque avant de déferler entre les cuves. Je me suis accroché à l'échelle. Fred Barrett parvient à rejoindre le pont et à sauter dans un canot de sauvetage. Une fois que la cloison a cédé, elle a déclenché un effet boule de neige. Et c'est cette défaillance majeure qui a donné l'avantage à l'océan. Des recherches scientifiques ont démontré que c'est à partir de là que le naufrage s'est accéléré. En seulement 30 minutes, le chronomètre de la passerelle s'est retrouvé immergé. Fred Barrett attribue cette accélération à la rupture de la cloison endommagée. Mais est-ce l'incendie qui l'a fait céder? C'est toute la question. Je dois encore prouver que le feu a joué un rôle plus important qu'on ne croit dans le naufrage du Titanic. Les résultats de l'expérience scientifique sont prêts. Martin Strangwood est expert en métallurgie et Guillermo Rain, chercheur en génie mécanique. Ils ont effectué ensemble la simulation d'un feu couvant dans la soute à charbon. Content de vous revoir. Ils ont évalué les dégâts structurels faits au navire. D'après des échantillons d'acier prélevés sur l'épave du Titanic et les dimensions de la soute, ils sont arrivés à une conclusion sans ambiguïté. Nous avons réalisé cette simulation dans mon laboratoire. La partie la plus chaude de la cloison se bombe. Une bosse importante se forme. D'accord. Le bleu indique qu'elle se bombe vers l'intérieur. La bosse n'est pas vers l'extérieur, mais en dedans. Donc, on observe une déformation de la cloison. Elle gondole comme une vague. La simulation indique que la chaleur extrême provoque une déformation à la fois convexe et concave de l'acier. Tout au long de leur étude, ni Guillermo Rain ni Martin Strangwood n'ont été tenus au courant des témoignages découverts par Senan Molony. Regardez la cloison. Ça gondole. Pourtant, leurs résultats semblent corroborer les propos du pompier Fred Barrett. Oui, monsieur. La coque s'est déchirée. C'est absolument incroyable. Voici ce qui a été dit en 1912 au sujet de cette section de la coque. Le bas de la cloison du compartiment était creusé vers l'intérieur et le haut bombé vers l'extérieur. C'est exactement ce que nous avons trouvé. La similitude entre le témoignage du pompier et leur expérience ne fait aucun doute. La chaleur dans la soute à charbon devait atteindre 1000 degrés. Une telle température a des conséquences dramatiques sur une cloison en acier. Elle réduit sa solidité de 75%. Lorsque l'eau s'accumule, la force qu'elle exerce sur l'acier est suffisante pour le fissurer. Et en raison de son caractère friable, l'acier se fissure extrêmement vite. L'eau a traversé l'acier. C'est incroyable. Cette nouvelle analyse confirme la version des pompiers présents à bord du Titanic. Depuis le jour même de son départ, le Titanic était en feu. L'incendie dans l'une des soutes à charbon a considérablement fragilisé l'acier. Nous avons constaté que la tôle avait été chauffée au rouge. Puis, sous la pression de l'eau, la cloison a fini par céder. J'étais dans la soute 6, monsieur. Une vague d'écume verte a arraché la coque avant de déferler entre les cuves. Cette nouvelle théorie est totalement crédible. Je suis très impressionné. Pour moi, ces recherches bouleversent notre compréhension du naufrage du Titanic. La rupture de la cloison a des conséquences directes sur le bilan humain très lourd du naufrage. Le Titanic transporte moins de canots de sauvetage en raison de sa prétendue solidité structurelle. Si la cloison avait résisté, le navire serait sans doute resté à flot jusqu'à l'arrivée des secours.
Au lieu de cela, 1500 hommes, femmes et enfants périssent dans les eaux glacées de l'Atlantique. L'architecte naval Thomas Andrews et le capitaine Smith sombrent en héros avec le navire. La responsabilité du naufrage leur sera souvent attribuée. La commission d'enquête tait l'importance de l'incendie, même si toutes les preuves sont déjà réunies en 1912. D'après Senan Molony, c'est Joseph Bruce Ismay, le directeur de la White Star, qui aurait réécrit l'histoire après avoir survécu au naufrage. Je n'accuse ni les pompiers ni les ouvriers. Ils n'ont fait qu'obéir aux ordres. Mais il y avait à la White Star une longue culture de la dissimulation. À peine est-il sain et sauf à bord du navire de secours qu'il envoie des télégrammes au siège de la compagnie à New York. Peut-être élabore-t-il déjà un plan pour étouffer la vérité. Ismay a survécu à l'expérience la plus traumatisante de sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des télégrammes codés. Il signe de son nom à l'envers, Yamsi. Je le cite. Déraisonnable, garder équipage Titanic jusqu'à samedi. Mauvaise idée, envoyer équipage à New York. Il veut que les pompiers soient renvoyés en Angleterre dès que possible. Il veut qu'ils s'en aillent. Il veut les faire taire. La White Star déclare qu'aucun pompier n'a survécu. Mais le directeur de l'enquête américaine, le sénateur William Alden Smith, retrouve la trace de Fred Barrett. Votre témoignage est précieux, Barrett. Lors des audiences britanniques, Lord Mercy, le représentant de la Fédération des chantiers navals, omet d'appeler 57 pompiers rescapés à témoigner. Mon cher ami, trinquons aux intérêts de l'industrie navale. Quant aux rares qui vont venir témoigner à la barre, Lord Mercy fait en sorte qu'il n'en reste aucune trace. Il conclut à un accident inévitable provoqué par une vitesse excessive. À aucun moment, il ne mentionne l'incendie. Il aura fallu attendre plus d'1 siècle et une nouvelle enquête pour percer enfin le mystère. Toutes ces anomalies ont permis de faire éclater la vérité. L'histoire du Titanic est vraiment le combat du feu et de la glace.